Postman qui se fait menacer par un projet open source, ainsi que Google Fonts qui se fait remplacer par Cloudflare. Bienvenue dans les actualités de la semaine du lundi 16 octobre 2023. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Brian de DevTheory, la chaîne pour devenir et rester un bon développeur JavaScript. On se retrouve cette semaine et on va parler de Bruno. Bruno est un nouveau projet qui fait beaucoup parler de lui depuis une semaine ou deux parce qu'en fait il est très intéressant dans ce qu'il va apporter à vos projets, notamment son remplacement à Postman. Alors comme vous le savez, Postman c'est un outil qu'on utilise beaucoup, ou du moins qu'on a beaucoup utilisé pour tester des API, mais il est également beaucoup utilisé à l'échelle des entreprises pour faire des collections d'API, des collections d'appels en fait, et cette collection là, en fait c'est un peu le guide, c'est un peu la documentation de la manière dont on peut utiliser l'API. Et donc c'est le problème avec Postman, c'est que tout est propriétaire, tout est sur leur cloud, on ne peut pas avoir les données chez nous. Et bien c'est exactement le pain point que va en fait résoudre Bruno. Bruno est un projet 100% open source, il n'y a pas une chose de payante en fait dans Bruno, et ce qui est intéressant c'est justement que vous allez avoir toute votre collection d'appels à votre API, donc tout votre guide sur comment mon API fonctionne, quel type de header il faut, s'il faut un post, du get, etc. Et bien toute cette collection d'API là, vous l'aurez directement sur vos propres fichiers en local, et bien sûr, tout ça en fait va pouvoir se mettre derrière à travers des repositories Git, que ce soit intégré dans votre repository qui contient lui-même le code de votre API, ou alors un repository à part pour toutes vos collections en fait. Et donc ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont en plus créé une application desktop qui va pouvoir lire votre collection d'appels d'API. Ensuite, vous allez avoir également Bruno en CLI, et je crois que ce n'est pas encore le cas, mais que c'est prévu qu'il y ait une extension VS Code. Et donc comment ça marche un petit peu? Et donc en fait vous allez avoir un nouveau type de fichier, un fichier avec une extension .bru, bre, je ne sais pas exactement comment le prononcer, on va dire bre. Donc ces fichiers .bre, et bien en fait ils vont contenir un appel à votre API. Donc si on va un peu plus dans la documentation pour voir à quoi ça ressemble, tac, overview, et bien voilà, on peut voir qu'il y a par exemple certaines méta dans ce fichier-là .bre, et en fait ces méta c'est simplement la description de actuellement ce qu'est cet appel-là. On voit que le nom de cet appel-là, et bien ça s'appelle search repose, c'est du HTTP, et là on a sec1, je ne sais plus exactement à quoi ça correspond, mais en tout cas derrière, on sait que c'est un appel get qu'il faut faire, et ensuite on a l'URL, on a la base URL, et ensuite on a l'URL réel, et après on a les paramètres en query par exemple. Et ça c'est un exemple vraiment typique, parce qu'il peut y avoir par exemple l'ajout de headers, vous voyez, l'ajout bien sûr d'un post, ici on aurait donc le body, encore une fois les headers, on a même du scripting, c'est-à-dire qu'on va pouvoir rajouter l'effet de par exemple mettre des tests, et ça, ces tests-là, ils vont pouvoir s'exécuter une fois que vous avez publié, vous avez push quelque chose sur votre repository, et donc que vos GitHub Actions par exemple s'exécutent. Et donc dans vos GitHub Actions, vous pouvez dire d'exécuter tous les appels de Bruno. Et donc ça va faire en sorte que à la fois ça va être un répertoire, une documentation pour l'appel à vos API, mais en même temps ça va tester si votre API fonctionne bel et bien. Et donc ça c'est vraiment bien d'avoir tout ça en un fichier en fait pour voir comment se fait l'appel et la manière dont il doit se faire. Et ça je trouve ça vraiment très intéressant. Après il y a toute une gestion également des secrets, comment gérer via .onFile, etc. Pour avoir justement le base URL qui se met en place, pour avoir les différentes clés d'API qui se mettent en place également. Et donc derrière, je vous disais, on peut faire du testing, du scripting même, et voilà, en fait, c'est à peu près tout concernant Bruno, et c'est déjà très intéressant en fait. C'est déjà très intéressant de pouvoir avoir ça directement dans votre repository GitHub où vous avez votre API, et non plus à travers un service externe comme Postman, qui est une technologie propriétaire dans laquelle on n'a pas accès forcément à nos données. Et bien Bruno va totalement répondre à ça, et je trouve que c'est un super projet qui peut être intéressant pour tout type de développeur développant une API. Voilà tout concernant Bruno. Ensuite, nouvelle cette semaine, c'est Cloudflare Fonts. Alors Cloudflare Fonts, qu'est-ce que c'est? En fait, il se base d'une chose, il se base d'un constat, c'est que Google Fonts, c'est un super service. Google Fonts, vous le connaissez très probablement, ça permet gratuitement d'avoir accès à un très très grand nombre de fonts, de polices d'écriture donc pour vos sites web, et de sélectionner exactement ce qu'on veut.
Eh bien, Google Fonts, c'est vraiment super, mais il y a deux petits problèmes, du moins deux petits problèmes pour Cloudflare. Le premier, c'est un constat par rapport à la vie privée. Effectivement, Google va pouvoir récupérer l'adresse IP de vos utilisateurs, l'user agent, le referrer et d'autres choses. Et ça, c'est pas forcément une bonne chose que Google récupère ces données-là. Notamment, je crois bien que la dernière version de Google Fonts n'est même pas RGPD. Alors, on croit qu'elle l'est, mais je crois qu'elle ne l'est même pas. Donc, c'est intéressant de voir ça par rapport à Google Fonts. Et également, un autre constat, c'est le fait qu'il y a beaucoup trop en fait, d'appels, de va-et-vient sur la recherche des fonts. Effectivement, vous allez appeler le domaine fonts.googleapis.com, sauf qu'après, votre font, elle n'est pas stockée sur ce domaine-là, elle est stockée sur un autre sous-domaine qui est voilà, fonts.gstatic.com. Ce qui fait en sorte qu'en fait, il y ait tout des requêtes qui se font. En fait, vous voyez, là, il y a toute une sorte de cascade de requêtes parce que d'abord, on va récupérer votre font sur Google APIs, puis après, on va récupérer toutes les fonts de gstatic.com, etc. Donc ça fait en sorte que c'est pas mal plus long en fait, alors que c'est pas forcément nécessaire. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est Cloudflare Fonts? Eh bien, Cloudflare Fonts, c'est vraiment très intéressant parce qu'en fait, vous allez garder votre ligne de code de Google Fonts. Donc, vous allez garder, voilà, cette ligne-là, vous allez la garder, vous allez mettre Fonts Google, je vais récupérer mon open source Roboto, soit en italique, soit en gras, etc. Et en fait, ce qui va se passer une fois que vous activez Cloudflare Fonts, eh bien, c'est qu'il va vous remplacer cette ligne-là et il va faire en sorte que dans votre serveur, dans votre domaine d'ailleurs, eh bien, il va créer un nouveau dossier, un nouveau répertoire /cf fonts, Cloudflare Fonts, et dans ce répertoire-là, il va inclure exactement eh bien, les fonts justement que vous avez appelé de Google. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'il n'y aura plus aucun appel à Google derrière en fait dans votre code réel exécuté par le client. Et bien en fait, ce sera simplement /cf fonts, vous voyez, qui va être appelé. Il n'y aura plus aucun appel à Google puisque Cloudflare va intégrer les fonts directement dans votre domaine en fait. Il va lui-même gérer tout ça. Et ça, c'est beaucoup mieux puisqu'il va y avoir en fait aucun va-et-vient. Ça va être toujours sur votre domaine que tout va se passer et donc ça va être beaucoup plus rapide. Et en plus, Google va n'avoir accès à rien puisque c'est Cloudflare au préalable qui aura bien récupéré les fonts au moment où il détecte justement que vous avez bien, un lien de Google Fonts. Et donc, qu'est-ce qui se passe au niveau des performances? Eh bien, au niveau, vous voyez, du Google Lighthouse, du First Contentful Paint, donc la première chose qui s'affiche, eh bien, on est passé de 0,9 à 0,3 secondes en activant cette option. Donc c'est vraiment quelque chose qui est super, qui s'active en un toggle et vous avez déjà une optimisation de performance et même de vie privée, de respect de la vie privée pour vos utilisateurs. Donc je trouve que c'est une super feature qui vient d'être lancée, ça y est. Cet article-là, il est sorti il y a un mois ou deux, mais je voulais pas vous en parler tout de suite parce que c'est pas encore disponible. Mais ça y est, maintenant c'est disponible. Donc si jamais vous allez bien sur votre tableau de bord Cloudflare, vous allez donc dans votre domaine spécifique. Ensuite, vous allez dans l'onglet Speed, optimisation et optimisation de contenu ou Content Optimization si vous êtes en anglais, et bien vous avez juste à activer Cloudflare Fonts, à mettre, vous voyez un petit on sur ce toggle là, et ça y est, c'est fait en place. Donc moi je l'ai fait sur les différents sites web où j'utilise Cloudflare et j'utilise également Google Fonts, je l'ai fait et je trouve que c'est vraiment super d'avoir cette petite optimisation gratuite qui fait de mal à personne et qui vraiment permet quelque chose de meilleur pour vos utilisateurs. Voilà tout concernant Cloudflare Fonts. Dernière petite chose, c'est la librairie de la semaine. La librairie de la semaine, c'est Hotkey. Alors pour ceux qui ne savent pas forcément ce qu'est Hotkey, je crois bien que j'en avais déjà parlé. C'est en fait, oula, non, c'est pas ça que je voulais faire. Tac. C'est en fait une librairie qui permet de créer des raccourcis clavier sur vos éléments afin d'exécuter les éléments. Donc par exemple, vous avez ici un bouton avec un attribut data hotkey qui vaut shift plus point d'interrogation. Donc ça veut dire qu'il faut appuyer à la fois sur la touche shift et la point d'interrogation. Et en fait, ça va faire en sorte d'activer cet élément. Donc ça va faire en sorte de cliquer sur le bouton. Et ça ferait la même chose sur certains éléments comme des A par exemple. Ici, data hotkey J. Ça veut dire que si on clique sur J, et bien en fait, ça va faire en sorte de cliquer sur le lien avec ce href là. La même chose pour ce search là, ça va faire en sorte que soit S soit slash active ce lien. Ensuite là il faut faire G puis C. Ensuite là il faut faire CTRL plus Alt plus H, etc. en même temps pour activer ce lien là. Et comment ça marche au niveau de JavaScript? Eh bien vous avez juste à importer la petite méthode install et ensuite vous récupérez tous vos éléments qui ont bien cet attribut data hotkey et vous faites une installation donc sur cet élément là.
et c'est fini, c'est en place, vous allez pouvoir déclencher vos éléments via des raccourcis clavier. C'est une super librairie qui est d'ailleurs créée par GitHub, hein. Donc quand on a une librairie qui est créée par GitHub, on sait que c'est du sérieux, on peut la mettre en place, elle sera toujours assez bien maintenue. Et donc, pourquoi je vous parle de cette V2.1? Parce qu'il y a un nouveau modifier qui est super intéressant qui s'appelle Mod. Et en fait, Mod, il va venir remplacer le fait d'être soit la touche contrôle sur Windows et Linux, ou soit la touche Meta, donc la touche commande sur Mac. Parce qu'avant, il fallait faire deux commandes. Il fallait faire un hotkey sur soit CTRL S ou Meta plus S en fait. Et bien maintenant, on peut juste faire un data hotkey de mode plus S et selon là où est votre utilisateur, Mac, Windows ou Linux, ça va automatiquement remplacer ce mode par un Meta ou un contrôle. Donc c'est en fait encore plus simple de faire des raccourcis clavier via la touche contrôle ou la touche commande sur Mac. Voilà tout donc concernant Hotkey. Dernière chose, puisqu'on a parlé rapidement de tests unitaires, je voulais quand même vous représenter un cours que j'avais fait, un petit cours en ligne de 2h15 qui vous permet d'avoir les fondamentaux sur les tests unitaires appliqués au JavaScript. Donc si jamais vous ne savez pas vraiment comment faire les tests unitaires, comment ça marche, etc., vous suivez ce petit cours de 2h15 et vous allez comprendre tout des tests unitaires, c'est-à-dire que vous allez comprendre comment on les met en place, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, quelle librairie utiliser, Jest, Vitest, etc., comment les mettre en place bien sûr, mais aussi comment faire une simulation du DOM, comment gérer l'asynchrone, et ça marchera à la fois sur Node.js et sur les navigateurs. Donc c'est assez rapide, mais ça permet de bien comprendre comment les tests unitaires fonctionnent, et donc je pense que ça peut intéresser pas mal d'entre nous qui n'ont pas forcément fait beaucoup de tests unitaires ou qui commencent tout juste avec le JavaScript de faire des tests unitaires. Voilà tout cette semaine, je vous mets le lien de toutes ces petites actualités juste en dessous en description. Je vous souhaite une excellente semaine et bien sûr on se retrouve dès lundi prochain. Très bon codage à tous!